Quand j'ai appris que UBS était une banque engagée dans l'investissement responsable, j'ai souhaité en savoir un peu plus. Car investir l'argent que j'ai mis de côté, pourquoi pas? Mais à condition que ce soit pour l'environnement, l'éducation ou les énergies renouvelables. Bref, des investissements qui vont dans le sens de mes valeurs. Alors oui, vous allez me dire, toutes les entreprises se mettent à l'investissement responsable maintenant, c'est la mode. C'est vrai, mais UBS, c'est une banque qui s'engage sur ces questions qui rythment notre quotidien depuis les années 50. Grâce à eux, je trouve enfin des réponses optimistes aux enjeux de demain. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets au cœur de l'été pendant la canicule. On est là, vaillant, prêt à vous résumer tout ce qu'il y a d'important à retenir. Je suis Patrick Béja et je suis de retour à la barre. C'est moi qui tiens l'émission, donc les choses vont plus trop bien se passer. Je pense que la période dorée de l'émission est terminée. Maintenant, tout recommence à plus aller. Mais pour m'aider quand même à tenir bon, j'ai d'une part Jérôme Kainborg qui a terminé ses vacances en Bretagne. Comment ça va ? Écoute, je me prépare aux prochaines dans le bassin d'Arcachon. Sinon, écoute, ça va. Je cuis dans un four qui est devenu mon atelier, mais j'ai des ventilos, donc c'est un four à cuisson tournante. Oui, un four à chaleur tournante, très bien. Voilà, un four à chaleur tournante, donc la cuisson devrait être bien. Au moins, ça va être uniforme. Voilà. C'est bien, ça va être uniforme. Effectivement, plein milieu de la canicule, en tout cas pour les Français. Moi, en Finlande, c'est la canicule, mais la canicule finlandaise, c'est 24 degrés, donc ça va encore. Et pour nous accompagner... C'est nos températures au petit matin au plus frais, 24 degrés. Ouais, et encore. Ouais. Guillaume, t'es à Paris aussi, toi ? Pas du tout. Bonjour à tous. Moi, je suis à Toulouse, donc c'est encore pire. Ouf, mon pauvre. Parce qu'on est dans le sud de la France. Voilà, représente le sud de la France, bien évidemment. Non, aujourd'hui ça va, mais c'est vrai que les derniers jours ont été difficiles. Un peu obligé de trouver un point d'eau pour se baigner, pour se rafraîchir, parce que là, les nuits ont été compliquées. Même avec notre ami le ventilateur qui nous a accompagnés, moi et ma chérie. Voilà. Ouais, je comprends. C'était compliqué quand même. J'avoue que c'est pas souvent qu'on va dire Toulouse c'est encore pire ou Toulouse c'est moins bien que Paris, mais là c'est vrai que sur ces jours-là de canicule, j'imagine que c'est compliqué. Guillaume Slash d'ailleurs, est-ce que c'est ton nom officiel sur ta carte d'identité, Guillaume Slash ? Non, mais je cache rien du tout. Mon nom normal c'est Guillaume Murat, voilà. Je ne cache absolument rien. Mais Guillaume Slash, c'était pour trouver un petit nom un peu sympathique. Très très bien, j'aime beaucoup Guillaume Slash. Aujourd'hui, on va vous parler de Samsung et de son Unpacked Event où ils ont présenté tout un tas de produits qui sont plutôt intéressants. On va également parler de TikTok et du combat qui continue entre Trump et la Chine et TikTok qui en est une victime collatérale, semble-t-il. C'est quand même assez gros ce qui est en train de se passer de ce côté-là. Et puis on a aussi d'autres petits sujets intéressants comme l'audition des GAFA devant le Congrès américain, le film Mulan qui sort sur Disney+ pour un prix qui fait dresser les cheveux sur la tête de certains, Apple qui ouste le xCloud de son App Store et plein d'autres choses assez intéressantes. On va commencer donc avec un événement dans la plus pure tradition des événements d'été, le Samsung Unpacked, où ils ont annoncé tout un tas de choses, le Galaxy Note 20 et 20 Ultra, le Galaxy Tab 7, la Galaxy Watch 3, le Galaxy Z Fold 2, qui était sans doute le plus gros morceau de la conférence, donc la deuxième édition, la deuxième version de leur premier téléphone pliable, qui est d'une qualité incroyablement augmentée par rapport au premier. Mais avant peut-être de parler des produits eux-mêmes, j'aimerais faire un petit détour par la présentation et la forme. Avant de parler du fond, parlons un petit peu de la forme. Moi, j'ai jamais été hyper fan des présentations Samsung qui sont hyper marketing, dans le sens... le marketing, c'est toujours un petit peu manipulateur, évidemment, mais chez Samsung, je trouvais ça particulièrement artificiel. Et là, la version confinement de leur conférence, qui était préenregistrée et très simple, très clean, très sobre,
j'ai trouvé que c'était magnifique. Je voudrais qu'elles soient toutes comme ça, quoi. Je sais pas si vous avez été aussi séduit que moi. Jérôme, peut-être. Non, désolé, mais moi j'ai trouvé ça catastrophique. Ah oui. Oui. C'était surjoué. Enfin, alors effectivement, les conditions de cette année sont un petit peu exceptionnelles parce que c'est des conférences préenregistrées et tout. Mais pour moi, j'ai trouvé ça cringe, mais à mort. Les répliques, ils se répondaient de manière faussement cool, mais on aurait dit une mauvaise série. Non, franchement, j'étais mal à l'aise en fait pendant la présentation. Et j'en ai fait des présentations Samsung. J'en ai regardé et tout ça. Pour moi, c'est la pire qu'ils aient jamais faite. Hein. D'accord. Bah écoute, peut-être que moi, c'est mon petit cœur de geek qui a aimé ce malaise. Je pense que t'as aimé le côté hyper ordonné du truc parce que c'était préenregistré, monté, cuté. C'est mon côté Marie Kondo en fait qui a apprécié. C'est pas tant mon côté geek, exactement. Voilà, il y avait aucune respiration. Enfin bon, le truc. Quand on voit ce qu'Apple a réussi à faire en situation de confinement, et je sais, je vais me faire traiter d'Apple fanboy, mais je m'en fous. Mais je parle juste de la méthode de présentation. Voilà. Là, non. Je sais pas ce que Guillaume en a pensé. Guillaume, vas-y, tu l'as regardé, mais. Je vais utiliser mon Joker parce que je l'ai vraiment pas regardé du tout cette présentation. D'accord. Donc ça règle la question. Désolé. Là, pour le coup, autant j'ai vraiment regardé les news qui a été annoncé, les produits, et là, j'ai pas mal de choses à dire. Mais autant la présentation en elle-même, c'est un Joker. On va passer sur les news et les produits eux-mêmes. Avant ça, je vais quand même remercier les auditeurs qui permettent à cette émission d'exister, les gens du Patreon, à savoir aujourd'hui spécifiquement Perret Ducret, Julien, Gilles Delvaux, Frédéric Boubi, Axel, Cédric Soares, Ariaz, Olivier Guerrero, Gaëtan Fils et Fabien Carret. Merci à vous tous de soutenir l'émission sur Patreon et de permettre à l'émission d'exister pour tous ceux qui ne soutiennent pas financièrement sur Patreon. On en redira un petit mot en milieu d'émission, mais un gros bisou et un cœur avec les mains vers vous tous spécifiquement et tous ceux qui soutiennent l'émission en général. Patreon.com/rdvtech. Alors, Guillaume, puisque tu n'as pas regardé la conférence elle-même, tu n'es pas teinté ni en bien ni en mal. Alors, les gros morceaux, c'était le Galaxy Z Fold 2 et le Galaxy Note 20. Il y a quand même les deux autres produits. On aurait pu aussi évoquer les Galaxy... Comment ils s'appellent, les petits écouteurs? Je sais même plus. Les Buds. Les Buds. J'ai plus le nom. Les Buds, il me semble. Galaxy Buds, c'est ça, ouais. Galaxy Buds, ouais. Alors, quel produit t'a le plus impressionné, Guillaume? Alors, le plus impressionné, je sais pas, mais celui qui est le plus intéressant, je trouve, surtout par rapport à l'iPad Pro, c'est la Galaxy Tab 7, S7 et S7 Plus, parce qu'il y a vraiment même presque un sujet de vidéo à part entière à faire sur la stratégie de Samsung, sur la concurrence que ça peut apporter face à l'iPad Pro, parce que c'est assez intéressant de voir ce que fait Samsung à ce niveau-là. Donc tu vois, c'est clairement un produit que j'aimerais tester dans le sens productivité. Qu'est-ce que vaut le stylet ? Qu'est-ce que valent les applications ? Moi qui fais un peu de retouche photo par exemple, tu vois, un petit test face à l'iPad, genre Galaxy Tab versus iPad, ça pourrait être super intéressant. Donc ça, c'est un produit pour lequel je suis extrêmement curieux. Par contre, je suis très mitigé sur la position du stylet, que je trouve bien moins intelligente que sur celle de l'iPad. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le stylet, en gros, se magnétise à l'arrière de la tablette. Ce qui fait ils avaient déjà fait ça l'année dernière avec leur tablette. Ouais. Mais il n'y a pas un petit renfoncement pour accueillir le stylet ? Je me trompe peut-être ? Non, il dépasse complètement. Donc, bon, mais ça te fait... En même temps, sur l'iPad, il y a le renfoncement pour les caméras, donc ça, c'est pas qu'on peut la poser à plat non plus. Pourtant, Dieu sait si j'aime bien l'iPad, mais en fait, l'iPad, t'as pas vraiment d'emplacement. Tu peux le coller en haut, mais il tient pas non plus. Enfin, non, mais ce que je veux dire, stylet, il vole, quoi. Ce que je veux dire, bien sûr, non, mais on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux très bien glisser un iPad Pro dans un sac avec le stylet sur la tranche supérieure, et c'est pas terrible. Hein. Tu le sais bien que le stylet a une chance sur deux de partir. Oui. Mais là, tu vois, je glisserais pas la Galaxy Tab avec le stylet derrière. J'aurais peur que ça l'abîme. J'aurais peur que ça la plie. Et voilà.
Pour préciser les caractéristiques techniques, moi je m'attendais pas à ce que ça soit le Galaxy Tab qui plaise, mais c'est vrai que c'est une belle machine. Alors il existe en 11 pouces et 12,5 pouces, taille d'écran bien sûr. Il a un processeur Snapdragon 865 Plus qui est plutôt compétent, 13 mégapixels et 5 mégapixels pour les caméras à l'arrière. Il coûte environ 6 à 700 euros, on va dire, prix de base. Et c'est... Du coup, bon, je vais le dire comme ça, comme Jérôme, on va m'accuser de fanboyisme Apple, mais on a vraiment l'impression que l'offre de Samsung sur cette conférence s'aligne presque point à point sur l'offre de Apple, et c'est pas forcément plus mal, hein, parce que Apple fait les choses pas trop mal, mais on a un téléphone, donc le Galaxy Note, le Galaxy Tab, c'est l'équivalent de l'iPad, la Galaxy Watch, qui est très jolie d'ailleurs, toute ronde. Oui, je suis d'accord. Je la trouve beaucoup plus jolie que l'Apple Watch, à laquelle je me suis habitué, mais bon. Les Galaxy Buds, donc les écouteurs équivalents de l'AirPod, et bien sûr, le produit qui est le truc supplémentaire, c'est le téléphone pliable, le Z Fold 2, mais cette comparaison, cet alignement avec Apple, je pense qu'il est difficile à ne pas voir. Jérôme, ouais, toi, qu'est-ce qui je suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que Samsung garde une grosse spécificité, c'est le Galaxy Note. C'est un produit phare pour eux, c'est l'excellence absolue, c'est leur condensé de technologie. Ils en ont profité pour corriger 2-3 défauts du S20 Ultra, notamment avec l'histoire de l'autofocus sur l'appareil photo. Alors, je dirais que hors le Z Fold 2, moi, il n'y a rien qui m'a fait trépigner. Le Galaxy Note 20, bah, comme chaque année, c'est l'excellence Samsung, et je le dis avec emphase, hein, c'est toujours un smartphone. Enfin, c'est une phablette excellente. Oui, c'est un très bon produit. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas, peut-être, je pense qu'ils seront rares, mais juste pour préciser, c'est généralement en début d'année, on a le nouveau Galaxy, et en milieu d'année, à l'été, on a le Galaxy Note, qui est une version généralement un petit peu plus grande du téléphone de début d'année, avec en plus le stylet qui s'intègre au téléphone, qu'on peut glisser dans le téléphone, et qui joue beaucoup pour les spécificités de cet appareil. Et là, donc, ça ne dénote pas. C'est deux modèles, un 6,7 pouces, un 6,9 pouces, et le même processeur que sur le Galaxy Tab, avec un prix beaucoup plus élevé. On commence à autour de 1100 euros. Moi, ça fait 2-3 tests de notes que je le dis, c'est pour moi un smartphone parfait. Pour quelqu'un qui est très actif sur les réseaux sociaux, qui soit influenceur, qui travaille là-dedans, etc. Parce qu'entre le stylet pour faire de la retouche, prendre des notes, une intégration d'Instagram dans l'appli photo, c'est une super machine à images, en fait, ce Note. Et moi, je le trouve très intéressant. Si j'en avais un, parce qu'ils sont un peu chers pour que je les achète en plus de l'iPhone, ça me ferait un bon deuxième smartphone. Parce que j'ai toujours 2 smartphones. J'avoue que j'aimerais bien avoir un Note en plus d'un iPhone. Je garderai toujours un iPhone pour l'instant pour ses capacités vidéo que je trouve supérieures à Samsung, mais j'avoue que le Galaxy Note est un produit qui m'irait assez bien. Après, rapidement, moi aussi, je trouve que la tablette, elle est intéressante. Pas tellement parce que le hardware est toujours intéressant. Le problème des tablettes sur Android, c'est que sur Android, tablettes, on est encore très très loin du niveau de l'iPad, mais on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. L'intégration d'Office, enfin, les rapports avec Microsoft et le cloud gaming font que je vais peut-être m'intéresser de plus près à cette Galaxy Tab S7 pour, voilà, on va dire un espèce de PC tablette secondaire avec accès au cloud. Ben justement, parlons-en de cet aspect. Il y a un partenariat assez poussé avec Microsoft qui intègre donc toute une série de services, des partenariats avec Office qui sont plus intégrés à l'appareil. Il faut noter aussi que depuis un moment, la fonctionnalité DeX qui concerne le téléphone... vas-y Guillaume, peut-être tu peux décrire. Je ne sais pas si c'est intégré à la tablette ou si c'est uniquement le téléphone,
Mais c'est assez Ça, je intéressant. crois que ça marche sur le téléphone aussi. Pour ceux qui savent pas, en fait, Dex, vous pouvez avec Dex connecter un appareil. Normalement, à la base, même tous les Android devaient être compatibles avec ça, mais là, c'est spécifiquement du Samsung, et ça permet d'avoir un environnement un peu type Linux, desktop Linux, sur n'importe quel écran. Tant que c'est en USB-C, enfin, faut passer par un petit appareil, un petit device. Normalement, et on branche ça en USB-C, et après on branche une petite prise HDMI, et ça permet d'avoir un mais environnement justement, desktop. Guillaume, c'est ça qui est important. Tu as Ouais. peut-être raté l'annonce, mais désormais, on peut le faire sans fil directement dans Windows. C'est-à-dire qu'on a une application, J'ai raté l'annonce, ouais. une application qui se lance dans Windows, qui vous donne accès à votre téléphone. Ou alors, on peut directement, effectivement, tu as raison, brancher sur un écran l'appareil pour s'en servir comme d'ordinateur, mais on peut également avoir une fenêtre qui vous donne accès au téléphone depuis votre ordinateur sous Windows, ce qui est hyper pratique, parce que du coup, vous n'avez pas besoin d'avoir l'ordinateur d'un côté, le téléphone de l'autre, et toutes les intégrations se passent super bien comme ça. En plus, il y a le partenariat avec Windows qui donne accès à, pas en priorité, mais sur lequel ils appuient le xCloud, donc la fonctionnalité qui permet de streamer des jeux Xbox sur n'importe quel appareil. Pas un appareil pas un appareil Apple, on en parlera dans un instant. Mais oui, donc il y a tout un tas, pour la productivité, pour le jeu, tout un tas de partenariats qui... Ouais, je pense vraiment que Samsung a une carte à jouer, parce qu'ils ont été quand même un peu trop discrets, je trouve, sur les fonctionnalités Dex, alors qu'il y a vraiment une carte à jouer de cette mobilité, de pouvoir prendre son téléphone, de pouvoir avoir un petit ordinateur disponible partout, surtout que la puissance aujourd'hui des smartphones est totalement suffisante pour faire ça. Je pense par exemple à des gens qui font de la retouche, qui veulent poster aussi souvent sur Instagram. T'en parlais un peu de Jérôme de cette catégorie-là. Typiquement le Dex, pouvoir retoucher sur un grand écran, publier directement sur Instagram, parce que tu as toute la puissance de l'écosystème Android et des applis Android. C'est très cool. Moi, pour avoir essayé d'avoir Instagram sur un ordinateur Windows ou sur un ordinateur Mac, c'est très très pénible, tu es obligé de l'émuler, les applis natives, notamment l'appli native Windows 10, elle est vraiment nulle, elle est très buggée, elle fonctionne pas bien du tout. Donc il y a clairement un truc à jouer, et je serais intéressé que Samsung mette plus en avant cette fonctionnalité. C'est trop geeko-centré pour l'instant, je trouve, et c'est dommage. Il faut rappeler quand même un truc important, parce que je m'aperçois que tout le monde n'est pas au courant, mais si on se focalise sur Instagram, c'est qu'en règle générale, Instagram ne marche pas très bien sur Android, en tout cas il a moins bonne qualité que sur iOS, sauf avec Samsung, parce que Samsung a signé avec Instagram, ils ont l'API directe dans l'appli photo, donc vous avez une meilleure qualité d'image quand vous postez sur Instagram, sur les Samsung, que sur les autres Android. Bon, écoutez, je pense qu'on a assez fait durer le suspense. Tout ça, c'est bien intéressant, mais le gros morceau, c'est quand même le Galaxy Z Fold 2. Alors, pourquoi Z Fold ? C'est parce qu'ils ont renommé, en fait, leur gamme de téléphones pliables Galaxy Z, j'ai l'impression. Le Z est dans le modèle qui était sorti en début d'année, qui n'était pas du tout comme celui qui était sorti l'année dernière. Bref, c'est le Galaxy Fold 2 qui s'appelle Galaxy Z Fold 2. Et c'est la version du téléphone qui était sortie l'année dernière, donc avec un écran qui, on va dire, un écran central qui est une sorte de mini-tablette qui se replie pour former un téléphone de taille plus ou moins de téléphone un peu épais, avec un écran sur le devant de l'appareil. Et là où celui de l'année dernière avait en plus des problèmes qu'on avait connus avec les reviewers, les problèmes de conception et de finition qu'il avait décalé dans son lancement et qui avait fait beaucoup de bruit, il est en fait une version ultra peaufinée de cet appareil. C'est-à-dire que l'écran fait toute la surface de l'appareil à l'intérieur, il fait toute la surface de l'appareil à l'extérieur, donc en version pliée, on a un écran qui est de taille beaucoup plus raisonnable que ce qu'on avait sur l'appareil précédent. La charnière est beaucoup mieux finie. L'espace entre les deux écrans, quand l'appareil est replié, il est beaucoup affiné. C'est vraiment, si on avait une version bêta l'année dernière avec le Galaxy Fold, cette année, on a une version qui a l'air vraiment commercialisable de plein droit. C'est mon impression en tout cas, je suis curieux de savoir si vous avez eu la même et si du coup ça change votre appréciation de l'appareil. Guillaume, peut-être si tu serais client, puisque tu as l'air d'être client de productivité en mobilité.
Ben en fait, oui et non, tu vois, c'est marrant parce que j'ai eu une période, un moment où c'était un peu le cas et moins maintenant. Maintenant, j'ai un petit Pixel 3 et tu vois, je suis dans un esprit plutôt de simplicité avec mon téléphone. Donc en fait, moi j'ai pas testé le Z Fold de base, enfin la première itération. J'ai quand même vu beaucoup de vidéos et j'ai entendu beaucoup de retours négatifs. Sur le Z Fold 2, bah, c'est une très belle machine, hein. On peut clairement souligner la prouesse technologique. Je reste J'ajoute, pardon, j'ai oublié dubitatif. de dire Ouais, un truc au niveau technique. C'est un écran en verre et plus en plastique, ce qui est oui, important également. tout à fait. Non, je disais, je reste dubitatif sur les usages, Hmm. dans le sens où j'ai plus l'impression que ça reste quand même un produit fait pour dire Samsung qui dit oui, on est très doué technologiquement. Et qu'il y a moins de réflexion sur sur qu'est-ce que te permet un écran comme ça en mobilité, mis à part avoir un peu plus de confort. Mais je trouve que c'est très cher pour payer le un peu plus de confort, parce qu'on est quand même à $2000, hein, quasiment. Donc, donc voilà. Après, belle machine, ça reste un produit que tu vois, voilà, j'aimerais Hmm. bien avoir entre les mains, mais je pense pas que c'est quelque chose que j'achèterais en me disant tiens, c'est un achat justifié et pertinent, même pour de la retouche photo. Voilà. Le Ouais. seul truc que j'y vois, c'est peut-être du texte et de l'écriture de texte avec un truc à côté pour. Tu vois, mais encore, je me dis un ordinateur portable ou une tablette me paraît plus adapté. Donc C'est voilà, vrai je suis très que mitigé. il a l'air effectivement beaucoup mieux fini que la version de l'année dernière, mais le truc qui ne change pas en fait, et c'est un point auquel je voulais venir et que tu as mis en avant aussi, c'est qu'en fait les usages sont les mêmes que sur celui de l'année dernière. Donc si on ne trouvait pas d'usage intéressant et Mm. pertinent avec celui de l'année dernière, bah ça va pas changer sur celui de cette année. Jérôme, toi, tu as une vision Alors moi différente ou... je l'ai testé le premier Fold. J'ai eu en main le Flip, même si j'avais pas fait un test sur la chaîne. Ah Ils oui, ont c'était appris le Galaxy Z Ouais, Flip, donc effectivement Z C'est ça. qui fait ouais, la sensation ouais. de pliure, et celui-là c'était le Flip qui était un Ouais, le téléphone de Flip taille c'était normale qui se repliait ouais, sur le milieu, et donc ça devenait un téléphone qui se ouais. pliait comme les vieux téléphones à clapet, quoi, en gros. Les vieux Motorola, Ouais. ouais. Mm. Alors, ils ont appris certaines choses avec le Flip. Le Flip est le premier à avoir eu un usage de la pliure qui était assez intéressant pour une chose toute bête, mais la visioconférence. Ça permettait de faire un petit module de visioconférence à poser sur n'importe quel support avec une caméra orientable. C'est con, mais ça marchait. Et je pense qu'en période de pandémie, ça donne un nouvel usage. Surtout que là, c'est une des grosses nouveautés dont on a moins parlé. C'est que justement, cet écran est orientable maintenant. On n'est pas obligé de l'avoir. Avant, il existait qu'en deux positions, ouvert ou fermé. Maintenant, il y a des crantages qui permettent de l'ouvrir plus ou moins. Donc, de l'utiliser un petit peu comme un écran de laptop, quoi, de pouvoir l'orienter. Donc ça peut être intéressant. Attention, quand on dit que l'écran est en verre, c'est des mélanges de vérité et de pas vérité. Il y a une fine couche de verre recouverte par des polymères et tout ça. Ils ont réussi à faire un verre assez fin pour qu'il soit pliable et que ça offre un peu plus de résistance. Ça, c'est vrai que ça marchait pas trop mal. La première génération, on avait vraiment l'impression d'appuyer sur un écran en plastique très mou par rapport à ce dont on a l'habitude. Là, ça rigidifie un petit peu, mais vous aurez pas du verre sous le doigt, quoi. Il y a une D'accord. couche de verre dans le mélange. Il y a, je sais plus, il y a 15 couches de trucs différents. Mm. Pour moi, tu disais c'était la bêta l'année dernière. Moi, je dirais que l'année dernière, c'était l'alpha. Là, c'est la bêta. C'est pas encore la version Gold. D'accord. Et en fait, Samsung s'en fout. Samsung ne fait le Fold que pour vendre des écrans, les écrans de 3-4 ans au reste du marché. Faut pas oublier que Samsung produit les écrans pour tout le reste du marché, enfin une grande partie. Et c'est un tour de force technologique, ce Fold. Il n'est pas vraiment fait pour être vendu. Mm. Samsung n'en a pas grand-chose à foutre qu'ils se vendent bien ou pas. Ils veulent juste montrer qu'ils peuvent faire un truc que le public peut avoir en main et qui maîtrise la technologie. Voilà. D'accord. Tu vois, juste, j'interviens très rapidement, vraiment rapidement. Pourquoi il n'y a pas de stylet sur le Fold 2? Tu vois, Parce clairement. qu'ils s'enfonceraient. Mais non, mais L'écran est trop mou. L'écran oui, est trop mou. j'entends, mais tu vois ce que je veux dire? C'est typiquement une Ah machine. ben, c'est ce que j'avais dit. Ouais, voilà, Et c'est ça, avec le clairement. stylet, ça serait top. Mais ils peuvent pas, techniquement, l'écran serait marqué. Tu le marques avec un ongle quand même, hein, le premier Mais oui. écran.
Donc maintenant, ça va mieux, mais un stylet, tu le défoncerais l'écran, en fait. Tout à fait. Bon, bah écoutez, je pense que c'est un bon résumé de tout ce qu'il fallait retenir des annonces. Dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Le Z Fold, alors oui, peut-être on va dire en alpha en bêta plutôt qu'en alpha, et c'est pas le produit fini. Le truc que je retiens, c'est que les usages n'ont pas l'air d'être encore très clairs pour cet écran, parce que mine de rien, ça reste un téléphone qui, une fois plié, fait 2 fois et même plus l'épaisseur d'un téléphone classique. Donc, ça joue, et si on n'y voit pas d'intérêt, si on n'y voit pas d'avantage, en plus de la question du prix, bien sûr, bah, c'est pas forcément intéressant d'avoir un téléphone plus épais. Bon, pour regarder des vidéos, c'est sûr que ça peut être intéressant, mais on a déjà des téléphones assez grands. Donc, dans l'ensemble, je suis quand même particulièrement séduit par l'offre de Samsung, qui a un line-up, comme on dit, un ensemble de... Une gamme, voilà, une gamme de produits vraiment hyper cohérente et qui peut faire rentrer les gens dans leur écosystème. Et ils ont à peu près tout ce dont on peut avoir besoin, tout ce qu'on peut vouloir dans cet univers mobile, et avec des produits de super grande qualité. C'est ce qu'ils savent faire depuis un moment. L'Android haut de gamme, aujourd'hui, c'est un petit peu Samsung. Et en particulier, l'Android écosystème haut de gamme, ils ont pris cette place qui est quand même importante. Donc... Et leur partenariat avec Microsoft est hyper intéressant parce que ça va permettre effectivement un écosystème à la Apple où tu te sentiras un peu obligé d'acheter ta watch chez Samsung parce que tu utilises un Note 20. Tu n'iras pas aller acheter une montre chez Huawei alors que tu as un Galaxy S20. Tu vois. C'est sûr. L'écosystème va enfermer un petit peu les gens dans l'écosystème en fait. Ah, c'est ça que font les meilleurs. Et oui. Bon, écoutez, on a fait une grosse partie sur Samsung. Je vous propose qu'on fasse quand même une petite partie sur TikTok. Et Trump, c'est les vicissitudes de la technologie aujourd'hui. On passe de produits qui font un petit peu téléachat à des questions de géopolitique internationale. Et là, il y a quand même un gros pavé dans la mare qui a été jeté par le président américain il y a quelques semaines de ça. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le président américain Donald Trump est en train a longtemps dénoncé les accords commerciaux avec la Chine comme étant injustes, et il voulait renégocier les accords commerciaux. Et il a, dans ce contexte, nous interprétons, pointé du doigt Huawei, le grand constructeur chinois, comme étant un risque pour la sécurité des États-Unis. Cette accusation était sous-tendue par des rapports des organismes de sécurité américains qui laissaient penser qu'effectivement, potentiellement, il pouvait y avoir, si Huawei équipait les réseaux de communication, l'infrastructure de communication, un potentiel pour une attaque du gouvernement chinois par des intermédiaires d'influence et de mise à jour de matériel auquel le gouvernement chinois aurait eu accès. Bon, ça, c'est ce qui s'est passé ces derniers mois, mais ces dernières semaines, très rapidement, en quelques jours, 2 semaines, il y a eu un nouveau point de focalisation de cette crainte exprimée par le président américain, et c'était sur TikTok, le réseau social hyper populaire en ce moment, on en parle depuis des mois dans l'émission, dans le monde entier, et Trump a accusé TikTok, à la suite d'autres personnes, on l'avait évoqué, a accusé TikTok d'être un risque pour la sécurité des Américains, d'être un moyen pour le gouvernement chinois de connecter les données des Américains, et à la suite de ça, après des rumeurs ici et là, il a signé un executive order, qui est un décret du président en quelque sorte, qui a des pouvoirs limités, mais qui sont quand même pas minimes. Et donc, le executive order décrète que les entreprises américaines ne pourraient plus
opérer financièrement avec les sociétés ByteDance, donc qui opèrent TikTok, et WeChat spécifiquement, qui est un autre outil de communication, un outil de messagerie, à partir du 20 septembre. Et donc, c'est une sorte de déclaration de guerre encore plus violente que ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, parce que, tout un tas de raisons. D'abord, elle est, selon les rapports des organismes de surveillance et de renseignement, la culpabilité de TikTok, ou même le potentiel de culpabilité de TikTok, est encore moins avéré que pour Huawei. Je prends un petit peu des gants, mais vraiment, ce qu'il en ressort, c'est que on ne sait pas du tout comment et on n'a pas vraiment de raison de penser. Voilà, c'est comme ça que je vais le tourner. On n'a pas de raison de penser que TikTok soit un moyen de collecte d'informations pour le gouvernement chinois. La société est effectivement chinoise, mais ils ont fait énormément d'efforts et continuent à faire beaucoup d'efforts pour se différencier du gouvernement chinois. Et on n'a pas, contrairement à Huawei, de raison de penser qu'il y ait ce lien, cette connexion et ce danger qui soit avéré. WeChat, c'est peut-être un petit peu plus difficile à déterminer, mais le cœur de la controverse, c'est TikTok. Et dans le même temps, on a eu le Microsoft qui était en négociation pour acheter TikTok, pour tout un tas de raisons, mais cette menace du président américain a évidemment jeté un froid sur ces négociations qui semblent être en train de continuer, mais ByteDance, la société qui possède TikTok, semble potentiellement être semble être intéressé par l'idée de se séparer de TikTok parce qu'il voit bien que le combat du président américain pourrait causer un grand tort à la société et du coup diminuer sa valeur de manière significative. Donc il semble qu'il soit en train de se dire on est réaliste maintenant, on va juste vendre la société. C'est préoccupant parce que c'est évidemment on peut comprendre la rhétorique du président Trump ou non, mais ça semble quand même particulièrement arbitraire. Et si le gouvernement américain a le droit de décréter telle société est un danger pour la sécurité nationale, donc on va faire comme ci ou comme ça, là, ça semble être quelque chose encore plus qu'avec Huawei, quelque chose d'aléatoire et qui amène dans les relations entre les pays une incertitude qui est dommageable parce que c'est les craintes qu'on avait sur le tempérament du président américain qui là se concrétisent encore plus qu'avant. C'est un geste vraiment fort et vraiment préoccupant où on se dit demain, Trump a décidé qu'il fallait détourner l'attention des problèmes qui existent à l'intérieur du pays pour la route vers la réélection. Et donc, il a pris quelqu'un pour cible et il a tiré une balle sans vraiment de raison. Et au-delà de la considération politique ou de la question partisane qui peut en ressortir, j'aimerais que les auditeurs comprennent bien ce que je suis en train de dire là. Au-delà de la question partisane politique, il y a une question économiquement préoccupante qui est celle de l'incertitude du tempérament de Trump, qui potentiellement pourrait être une tactique à quotient intellectuel 2000 où on se dit il sème la peur envers les sociétés chinoises pour pouvoir négocier un bon traité avec la Chine avec une menace. Mais enfin vraiment, on n'a pas du tout l'impression, ça c'est quelque chose qui est théoriquement possible, mais on n'a pas l'impression que ça soit le cas parce que les négociations semblent être au point mort, ça n'a pas l'air d'être une de ses préoccupations, peut-être qu'il le fait en sous-main, c'est possible. Mais vraiment, ça n'a pas l'air d'être le cas. Bref, j'ai mis un petit peu à boire et à manger dans cette description. Jérôme, qu'est-ce que tu en retires de cette histoire ? Qui va vouloir continuer à faire des affaires avec les Américains ? Parce qu'on a l'impression qu'en ce moment, en tout cas, les règles sont édictées à fur et à mesure que les choses se passent. Les États-Unis, contrairement à ce qu'on croit, ont toujours été assez interventionnistes dans leur économie. On connaît les histoires entre Airbus et Boeing et le favoritisme américain pour leur économie. D'un côté, ils vont prôner le marché libre et la concurrence dans le monde, mais quand il s'agit de concurrence pour leurs produits à eux, c'est une autre politique. Donc,
là, c'est tellement énorme que voilà, moi, je me mets à la place, même pas d'un pays comme la Chine, hein, je me mets à la place de n'importe quel pays aujourd'hui. Est-ce qu'on va faire des affaires avec les États-Unis? Ils peuvent nous tordre le bras. C'est des méthodes de bullying, c'est de la menace. On en reparlera peut-être dans le sujet tout à l'heure sur le loi antitrust, mais mais il y a toujours eu du bullying et de la menace dans tous les pays, en particulier mais ça les États-Unis. Moins. Là, c'est complètement, c'est ce que j'essayais de pointer du doigt, c'est complètement, ça semble être aléatoire et lié, parce qu'il y a toujours une stratégie commerciale derrière ces gestes. Il y a un président qui est réfléchi et qui semble avoir une idée derrière la tête. Là, peut-être, comme je le disais, qu'il a une idée derrière la tête, mais on a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en roue libre à la tête du pays et on ne sait pas à quoi s'attendre. Et s'il y a une chose que les marchés détestent, c'est l'incertitude. C'est l'incertitude. Non, mais c'est ça que je dis. Le plus dramatique dans cette histoire, c'est que on ne pourra plus faire confiance au marché américain. Et même si Trump n'est plus là. C'est-à-dire que, en gros, il a mis en place des mécanismes, il a enfoncé des portes, parce qu'effectivement, ça s'est toujours passé, et puis ça fait partie des lois du commerce, on se tire un peu tous la barbichette, mais là, les choses sont faites de manière tellement éhontée, sans tabou, sans... Enfin, voilà, il n'y a plus... Je sais pas, c'est un drôle de monde, quoi. Je crois que... Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est d'autant plus étonnant cette news, parce qu'on sait que TikTok veut justement rendre public, ce qui est une première pour beaucoup de sites comme ça, de réseaux sociaux, veut rendre public son algorithme. Ils ont fait l'annonce qu'ils voulaient essayer d'être les plus transparents possibles, et surtout pour le gouvernement américain, c'est totalement... Il y a toujours la possibilité d'auditer le code pour vérifier qu'il n'y a effectivement pas de piratage, pas d'espionnage, surtout d'enfants américains, ce qui est quand même, ça c'est vrai, ça peut être un peu inquiétant. Donc voilà, je suis globalement d'accord avec vous. C'est très très étonnant. Il faut savoir que TikTok veut contester, veut aller en justice pour contester cet ordre exécutif, parce que évidemment, voilà, c'est une forme d'ingérence très ironique dans un pays ultra-libéral comme les États-Unis, quoi. Après, très arbitraire. J'aimerais juste ajouter un truc. Il y a un truc qu'il faut peut-être pas négliger dans cette histoire. TikTok est une bonne cible pour Trump. D'abord, TikTok l'a fait chier quand il avait organisé un grand rassemblement politique et des groupes dans TikTok ont acheté des billets, ne sont pas allés, du coup, les chiffres. Et quelque part, d'une manière plus globale, s'attaquer à TikTok aujourd'hui, c'est dire, regardez cette jeunesse décadente qui fait des trucs à la con, qui peut plaire à un cœur électoral de Trump qui n'aime pas trop ces trucs de jeunes. Donc, voilà, en gros, c'est pas un truc trop important pour l'électorat de Trump. Et ils se disent, ouais, c'est bien fait pour les Chinois / jeunes, on leur enlève leur joujou. C'est un peu, et c'est là que je disais, on est dans de la géopolitique autant que dans de la tech. Il y a toujours, et j'espère qu'on le comprend bien, on ne nie pas le fait qu'il y a toujours eu des jeux politico-économiques dans tous les pays du monde, et en particulier aux États-Unis, mais là, on a quelque chose qui va un cran au-dessus. On a l'impression qu'il y a vraiment plus de honte, plus de règles. C'est l'humeur de Trump et c'est préoccupant pour l'économie. Une autre chose que je voulais dire, si on parle de tech spécifiquement, une remarque hyper intéressante que j'ai lue à plusieurs reprises, c'est l'importance de WeChat en Chine. On n'en saisit pas bien la portée quand on ne connaît pas le marché, mais WeChat sert à tellement de choses sur le marché chinois. Ça sert à payer toutes les factures, enfin même pas les factures, à payer dans les restaurants. Si vous donnez du cash à quelqu'un dans un resto, en Chine, il va pas comprendre, tu vois. C'est limite ça. On paye par WeChat, on a accès aux documents, aux informations par WeChat. C'est vraiment un écosystème complet. Et un téléphone qui ne pourrait pas avoir WeChat, comme ça pourrait être le cas des iPhones, si cette executive order tient avec l'interdiction pour des entreprises américaines d'avoir des relations économiques et professionnelles avec WeChat, eh ben ça voudrait dire qu'Apple doit supprimer WeChat de ses téléphones,
Et du coup, ça pourrait être extrêmement dommageable au business d'Apple en Chine. Parce que, comme je le disais, un téléphone sans WeChat en Chine, ça sert à rien. Et donc là, on a quelque chose de très concret qui pourrait causer un énorme tort, du coup, à une énorme société américaine par ce biais. Donc c'est important à noter aussi. Entre-temps, Instagram n'a pas perdu de temps. Snap est également en train de développer une alternative à TikTok. Instagram a lancé Reels, son alternative à TikTok qui est intégrée à l'application Instagram. Bon, je vous laisserai aller les tester et on verra s'ils comment on dit il s'embrèche dans la fourre. Non, il s'enfourre dans la brèche. Faille. Il s'enfaille. Bon, vous avez compris ce qu'on veut dire. Un petit mot quand même pour noter qu'il y a également eu des auditions du Congrès américain des présidents des GAFA. C'était un petit peu les Avengers de la tech qui abusent de leur pouvoir et de leur de leur part de marché. On avait les présidents d'Apple, Amazon, donc Tim Cook, Jeff Bezos, j'ai les noms qui m'échappent. Damned. Bon, Apple, Amazon, Google, enfin Alphabet et Mark Zuckerberg. Donc c'est juste... Ah mon Dieu, le président d'Alphabet. Sundar Pichai. Merde. Décidément. Sundar, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Sundar Pichai. Bon, en gros, il y a eu pas mal de grandes déclarations des Américains qui étaient, comme souvent là-bas, alignés sur la ligne de leur parti. Pour la droite, c'était les réseaux sociaux censurent les conservateurs. Et pour la gauche, c'était vous êtes trop gros et vous abusez de votre pouvoir. Ça, c'était les choses les plus visibles. Il y a quand même eu des choses intéressantes, et notamment les enquêtes qui ont révélé énormément de documents internes à ces sociétés. L'audition en elle-même n'était pas passionnante, amusante sans doute, mais pas hyper intéressante. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'on a vraiment... C'est marrant parce que c'était il y a, je crois, 1 ou 2 ans que je commençais à dire, même peut-être plus longtemps, les GAFA ne sont plus en odeur de sainteté aux États-Unis et ça va partir en cacahuète à un moment. Et à ce moment-là, on le voyait très très peu, c'était quelques signes avant-coureurs, et là je crois qu'on est en train d'arriver à cette étape où on se rend compte qu'il y a vraiment un problème avec l'omniprésence et l'omnipuissance des GAFA, même aux États-Unis, parce qu'évidemment nous on s'en rend compte depuis longtemps, mais même aux États-Unis, et donc il est possible que ça mène à quelque chose. À quoi ? Alors ça, on est tous aussi curieux les uns que les autres de le savoir, mais je crois qu'on a en tout cas cette prise de conscience qui est plus que confirmée là. C'est un truc hyper important à comprendre sur les États-Unis, c'est qu'ils sont ultra libérales, mais on déconne pas avec les lois antitrust. C'est-à-dire qu'ils n'hésiteront pas, ça peut nous paraître un peu bizarre, mais ils n'hésiteront pas à démanteler une société. Ils l'ont fait déjà avec Rockefeller, ils l'ont déjà fait avec des sociétés qui deviennent trop puissantes, avec cette notion que si la concurrence ne peut plus exister, le libéralisme ne tient plus en fait. C'est un des paradoxes du libéralisme, c'est que le libéralisme, où on pousse une société à dominer toutes les autres, jusqu'à ce qu'elle domine toutes les autres, et après on la flingue. Je caricature, mais c'est un peu ça, un libéralisme radical. Je pense que tout le mouvement là dont tu parles, Patrick, a été lancé avec Cambridge Analytica. Pour moi, c'est vraiment un des points d'entrée de cette forme de contestation et de réactance. C'est un des premiers gros scandales sur les données collectées par ces entreprises-là, et notamment Facebook. Et je pense que ça a été le point d'entrée, je ne parle pas forcément de concurrence, mais de cette forme de bon, on va regarder ce qu'ils font, on va peut-être arrêter de les laisser, de les laisser dominer tous les marchés sans mettre des contre-mesures. Donc je pense qu'effectivement, depuis, je trouve que c'est vraiment ce moment-là qui a marqué un peu le début d'une forme de protestation, et notamment de protestation des autorités. Et d'ailleurs, que ça soit dans n'importe quel pays, parce qu'en France, il y a eu beaucoup d'histoires aussi. Bien sûr. Donc voilà, je trouve que c'est le point d'entrée à tout ça. Oui, c'est vrai que c'était certainement un point d'inflexion. Ouais.
Bon, bah écoutez, ça nous a fait un gros morceau pour la première partie. On va faire une petite pause avant de passer aux news et aux rumeurs. Avant de vous parler du Patreon, je voudrais parler aux patriotes. Donc, pour les patriotes, il y a un nouvel édito qui est disponible sur votre flux privé ou sur le site Patreon directement. Et j'y parle d'énormément de choses qui vont changer dans les semaines à venir. Là, on est encore au cœur de l'été, mais dans les semaines à venir et autour de la rentrée, il y a plein de choses qui changent, des nouveautés, des trucs assez cool, je pense, qui vont vous plaire par rapport à la communauté des patriotes, par rapport à plein de choses. D'ailleurs, certains qui sont maintenant, peuvent savoir avant les autres ce qu'on est en train de dire dans l'émission. Je vous fais un petit bonjour. Mais il y a plein de choses qui se passent pour le rendez-vous tech, pour le rendez-vous jeu. Allez écouter l'édito. Il y a plein de trucs hyper intéressants. J'en parlerai plus clairement et plus publiquement d'ici 1 ou 2 semaines. Mais allez écouter, allez regarder. Je pense que ça risque de vous plaire. Plein de choses. Et moi, je suis très excité. À part ça, pour vous qui écoutez l'émission publiquement et gratuitement, c'est grâce à qui ? C'est grâce à ces fameux patriotes. Les patriotes, ils sont le cœur de l'émission, le carburant de l'émission, et ce sont ceux qui trouvent que on a en fait dans cette émission quelque chose de cool, quelque chose de sympa et surtout beaucoup de travail. Et ce beaucoup de travail, ça mérite peut-être un petit peu de sous, un petit peu de salaire. Et donc, ils décident d'aller sur patreon.com/rdvtech et de donner $1, $2 par épisode et d'avoir donc la satisfaction immense de soutenir l'émission. Et en plus de ça, des petits bonus plutôt sympathiques dont j'espère qu'ils les apprécient. Mais quelque chose d'assez incroyable, cet écosystème, c'est la possibilité pour les gens qui écoutent l'émission de la soutenir, de faire comme à l'époque où on allait payer son magazine dans le kiosque, pour les plus vieux d'entre nous, sauf que on peut également prendre le magazine gratuitement si on le souhaite, mais si on veut que le magazine existe gratuitement pour tout le monde, il est important que certains décident d'être les personnes actives du groupe et de donner un petit peu d'argent. Donc évidemment, si vous faites partie de ces patriotes, vous savez que vous avez mon cœur qui est plein d'amour pour vous. Et si vous n'en faites pas encore partie, si vous pouvez pas ou si ça vous intéresse pas, évidemment, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez rejoindre le groupe, la communauté des patriotes, je vous encourage à aller sur patreon.com/rdvtech et à jeter un coup d'œil à tout ce qui se passe là-bas. C'est vraiment quelque chose d'assez unique, ce type de business model et ce type de communauté. Donc, si vous trouvez que l'émission vous apporte quelque chose, vous intéresse, vous plaît, et que vous l'écoutez depuis un petit moment, allez faire un petit tour. Le lien est évidemment dans les notes de l'émission, vous le savez. Et je vous remercie par avance de faire ce petit geste quand vous rentrez à la maison. Vous savez, on met les clés dans le bol, ça fait cling, et là vous dites « Oh !» Mais Patrick, c'est à ça que je devais penser. Tap, patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous. Et si vous oubliez vos clés, vous dites merci Patrick. Non mais justement, c'est impossible d'oublier ses clés avec ce truc. Voilà. Bon, écoutez, on va maintenant parler de plusieurs scandales provoqués par ces sociétés américaines scandaleuses, comme par exemple Disney, qui sort le film live Mulan sur Disney+, pour $30 ou 30 €, je crois, en France. Non mais franchement, de qui se moque-t-on ? Alors, c'est dans quel contexte ? C'est dans un contexte évidemment où les sorties en salle, c'est un film qui devait sortir en salle et qui du coup ne va pas sortir en salle. Les sorties en salle n'ayant plus lieu, ça coupe les revenus des sociétés de cinéma, des studios de Hollywood, de manière significative évidemment. Disney a Disney+, et il pousse Disney+, autant que possible. Et là, ils se sont dit, on peut pas sortir en salle, donc on va faire un équivalent de la sortie en salle, mais on va faire un prix plus élevé que ce qu'on aurait sur Internet normalement. Généralement, on est pour les sorties sur le service, les sorties en achat sur Internet à, on va dire, 15-20 €. Là, ça sera 30 €, donc c'est un petit peu plus cher, évidemment. C'est sur Disney+. Je ne sais pas s'il faut déjà être abonné à Disney+. Il faut être abonné.
Il faut être abonné en plus. Ouais. Donc ça fait 35 euros. C'est à combien Disney Plus C'est 6 euros, je crois. 6 euros et quelques, il me semble. Ouais, 6,99. 36 euros et quelques. Bon, quand on a acheté le film, on peut le garder pour toujours, si j'ai bien compris, même quand on sera plus abonné, ou peut-être que je me trompe. Dans tous les cas, moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est un truc, en fait, que les gens qui n'ont pas d'enfants peuvent pas vraiment comprendre. Les gens sont outrés, et on parle depuis longtemps de cette idée de sortir des films pas en salle, mais directement sur Internet, mais à un prix genre l'équivalent de 2, 3, 4 places de ciné, parce qu'on peut inviter toute la famille pour le voir, et donc évidemment ça coûte plus cher qu'une place de ciné pour louer le film ou pour acheter le film. Le contexte a changé depuis le début de ces conversations parce qu'on a Netflix qui sort des films qui pourraient aller au ciné mais intégrés dans l'abonnement tous les mois. Il semble qu'il y en a un nouveau. Enfin, évidemment, les prix de cette catégorie ont énormément baissé ces dernières années. Mais moi, je comprends quand même parce que Disney, ils vont tenter le truc, ils vont voir combien ils vont en vendre. Et puis les gens qui ont des enfants, pour eux, une sortie au cinéma, c'est 4 places de ciné, c'est le popcorn, c'est la place de bagnole. Je suis pas d'accord. Parce que ce que tu payes au ciné, c'est aussi l'expérience cinéma. Et là, en payant $30... Des gamins qui hurlent à côté de toi, ouais. Pour ce genre de film. Interstellar au cinéma, quand même, c'était merveilleux. Donc pour moi, je comprends, je comprends totalement. Ouais, mais Guillaume, attention, parce que là, justement, tu dis l'expérience cinéma sublimée avec nos regards d'adultes sans enfants. Mais une sortie ciné avec des enfants, c'est pas la même chose. C'est pas la même ambiance. Et il faut les gérer. Non, et puis surtout, ça coûte cher. Je connais pas mal de parents, ça coûte très très cher, mais je connais pas mal de parents qui préféreraient effectivement le dessin animé à la mode, le dessin animé de Noël, pouvoir le regarder dans la sécurité et le confort de chez eux, où les gamins mangeraient pas n'importe quelle saloperie, ou se mettraient pas à quatre pattes dans les chewing-gums collés de la moquette du ciné. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je comprends, je me mets à la place des parents et économiquement, et que la sortie au cinéma avec des enfants, c'est peut-être un peu une fête pour les enfants, mais c'est pas une partie de plaisir pour les parents. Disons que ça occupe les enfants, ça c'est pas mal non plus, mais surtout en termes de confinement, et aux États-Unis les choses sont bien pires qu'elles ne le sont ici, le fait de pouvoir donner un truc à faire aux enfants pendant une partie de l'après-midi, moi je peux vous garantir que 30 €, pas de problème, tu payes tout de suite. Et en plus, ils peuvent le revoir, vous savez comment sont les enfants, ils peuvent revoir le film 40 fois. Moi je crois que d'un point de vue économique, c'est très cohérent de la part de Disney, et quand bien même ça ne le serait pas, 30 € par rapport à ce qu'ils auraient gagné, et c'est compliqué de réfléchir comme ça parce que la situation est plus la même, peu importe ce qu'ils auraient gagné, la situation est plus la même, donc je peux le comprendre, mais 30 €, ça me paraît pas énorme par rapport à ce qu'ils auraient pu demander, et en plus, tu peux toujours baisser un prix. Augmenter le prix, c'est beaucoup plus compliqué. Si demain, il y a Cars 14 qui sort, eh ben, ils peuvent pas dire « Ah bah oui, Mulan, on l'a fait à 15 €, mais Cars, on va le mettre à 30 ». Non, tu es obligé de mettre le prix à la base du truc que tu vas vendre le plus. Non, j'entends, hein, mais t'es quand même pas d'accord. Non, il y a des gens qui vont le pirater, évidemment. Il y a des gens qui vont le pirater, mais je crois qu'ils ont essayé de calculer le maximum de ce qu'ils pouvaient tirer. Comme toujours, hein, c'est comme ça que tu fixes un prix. Ils ont essayé de calculer le maximum de ce qu'ils pouvaient tirer. S'ils avaient mis moins cher, je pense qu'ils auraient eu peur d'avoir moins d'argent au final, quoi. Là, il y a des gens qui vont le pirater, mais 30 €. Quand tu vois que effectivement la sortie t'en aurait coûté 70 minimum, bah tu dis ok, tu vas payer. Moi je pense que c'est comme ça qu'ils voient les choses. J'entends. Hein. Après le deuxième problème pour moi aussi, c'est que Disney est quand même pas. J'ai envie de parler au niveau communication. Ils sont pas dans une phase très 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 cool hein, pour eux parce qu'ils ont il y a l'histoire des Star Wars et puis Disney, il y a beaucoup de scandales. Je trouve que le message que ça envoie est aussi là tu vois en fait je pense que le conflit vient de dans quelle situation familiale tu es parce que si tu es célibataire étudiant, c'est ce que j'ai dit, les gens qui n'ont pas d'enfants ne peuvent pas comprendre. Exactement, non mais c'est ça qui fait que cette news elle cristallise beaucoup de choses, c'est qu'elle cristallise un peu deux façons de vivre différentes, d'un côté des familles qui ont des enfants et puis de l'autre côté des étudiants, et
moi, tu vois, je verrais cette news en tant qu'étudiant il y a quelques années, j'aurais tweeté en disant ah Disney, c'est scandaleux. Mais tu sais, les étudiants, ils piratent à peu près de tout. De toute façon, tu vas pirater. Alors, je suis pas d'accord parce avec que, vous, attends, Guillaume, si les films qui sortent en achat, hein, ils sortent à 15-20 euros sur iTunes. Enfin, partout, quand tu achètes ton DVD, c'est une quinzaine d'euros, tu vois, quand il sort dans le commerce. Donc, on parle pas, oui, tu payes l'abonnement Disney+, mais là, on parle d'un truc qui serait à l'achat. Et à l'achat, c'est pas qu'il aurait été à 5 euros. On parle d'une différence entre 15-20 euros. Les films Disney, ils sont généralement chers. Donc, entre 15-20 euros et 30 euros. Donc, c'est pas non plus que l'étudiant, il aurait dit 20 euros, ok, ça me va. L'étudiant, si t'as pas assez d'argent pour manger à la fin du mois, bah, le payer le Mulan en live, c'est pas ta priorité, quoi. J'entends, je suis assez d'accord avec cette remarque. Si vous êtes étudiant et que vous avez acheté des films, dites-le nous dans les commentaires. Il n'y aura pas de commentaires, je vais pas arrêter. Mais je suis d'accord sur le fait que les étudiants le paieraient pas. Mais ça envoie un message, c'est-à-dire c'est très dur, je trouve. Enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est vraiment le côté il faut l'abonnement plus $30 pour beaucoup de personnes, c'est pas évident, c'est une grosse somme. Là où je suis à mi-chemin entre vous deux. Là où je suis d'accord avec Guillaume, c'est qu'il aurait pu avoir un geste commercial pour quelqu'un qui s'est abonné à Disney+. Tu vois, ils auraient pu le mettre en location ou en achat direct à 30-35 euros. Mais si tu es déjà abonné à Disney+, tu peux l'avoir à moitié prix, tu vois. Enfin, là, c'est vraiment... non seulement faut être abonné, alors on connaît pas toutes les conditions pour avoir accès au film, mais c'est un peu, c'est un peu too much, quoi. C'est un peu comme si on t'obligeait à acheter du popcorn si tu vas le voir, quoi, pour augmenter la marge. J'aurais le même sentiment, quoi. J'arrive pas à confirmer qu'il faut déjà être abonné à Disney+ pour on n'a pas cette donnée. Ouais. Je crois que j'ai l'impression que ce lu, soit pas très clair. C'est possible, ouais. Ça changerait peut-être un petit peu les choses, mais pas de manière fondamentale. Mais tu vois, moi, j'ai Disney+, j'aimerais qu'ils me fassent des cadeaux, tu vois. On leur file quand même 6 euros par mois pour un contenu de film dont on a fait le tour en 1 mois et demi, soyons honnêtes. Donc, je sais pas, j'attendrai... Bon, je veux pas le Mickey Mouse Club, mais je sais pas, on peut avoir des récompenses, un peu des incentives, quoi, comme on dit. Ouais, Disney, c'est vraiment une société qui est pas dans ce trip, hein. C'est pas les gens gentils. D'ailleurs, ils sont en train visiblement de réfléchir à supprimer tous leurs DVD du commerce. Tous leurs DVD et leurs Blu-ray seraient supprimés du commerce. Donc, tu serais simplement, c'est Disney+ pour avoir accès à tout ça tout le temps, partout. Ils sont passés à 100 millions d'abonnés dans le monde. 60 millions d'abonnés dans le monde. Juste pour Disney+. Ils étaient à 54 millions en mai, donc ça continue à grossir. Une autre société qu'on adore et qui est vraiment notre amie, c'est Apple, qui a confirmé que les services de streaming n'étaient pas les bienvenus, les services de streaming de jeux vidéo n'étaient pas les bienvenus sur leur plateforme. On pense là à xCloud, justement, le service de streaming de Xbox. On pense à Stadia. On pense pas tout à fait à Shadow, même s'il n'est pas impossible qu'il soit pris dans les filets à terme. Pour le moment, l'application Shadow est disponible sur Apple, sur les appareils Apple. Ils ont déjà été pris. Oui, ils ont déjà été pris dans le filet. Ils sont sortis, mais... C'est ça. Mais ils sont sortis des filets, ils risquent d'y retourner. Moi, je pense qu'ils vont pas s'embarrasser de... Mais bref, l'argument étant qu'ils ne peuvent pas passer en revue tous les jeux, et donc toutes les applications qui sont disponibles sur ces plateformes. Facebook Gaming est également dans la même catégorie, puisqu'il y a des mini-jeux qu'on peut utiliser normalement sur l'application Facebook Gaming, qui ont été retirés de la version iOS, qui sont présents uniquement sur Android, et c'est intéressant notamment pour le xCloud parce que cette possibilité de streaming va être incluse dès septembre à l'abonnement au Xbox Game Pass, la version Ultimate qui est à 12-13 euros par mois. Donc vous pourrez avoir accès à un catalogue de jeux Xbox qui est de plus d'une centaine de jeux, et la plupart d'entre eux seront également disponibles en streaming sur votre téléphone, du coup téléphone ou tablette Android, mais pas iOS, et à terme, il y aura également des points d'accès sur d'autres appareils, mais pas sur iOS. Alors,
évidemment, levée de bouclier, de pioche et de fourche dans le monde de l'Internet. Jérôme, toi, tu es un fanboy Apple. Est-ce que tu comprends la décision d'Apple ? La violence. La violence, on est quoi ? On est sur bon, je veux accuser aucune télé, mais c'est des pratiques télévisuelles, Monsieur Béja, là, de poser. Vous êtes un Apple fanboy, qu'avez-vous à dire à ça ? En fait, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça peut-être votre avis qui va être plus intéressant que le mien, quelles sont les forces en présence ? C'est-à-dire, est-ce que Apple peut se passer de Xbox Stadia et du cloud gaming, et est-ce que le cloud gaming peut se passer d'Apple ? Vous voyez, c'est ça en fait qu'il faudrait le plus mesurer, parce que c'est un bras de fer, c'est tout. On voit bien, Apple a fait entre guillemets des dérogations à ses règles. Netflix, il contrôle pas tout le contenu. Spotify, il contrôle pas tout le contenu. Alors là, ils nous disent oui, mais c'est un contenu interactif. Non, Apple, là, c'est juste que tu veux protéger tes apps de jeux natives. Et que c'est extrêmement dangereux pour Apple. Je comprends le danger pour Apple de laisser la porte ouverte à des gens qui vont même pas faire la différence dans leur esprit entre un jeu en natif et un jeu streamé. Au bout d'un moment, on s'en foutra. Et moi, j'irais même plus loin. Le précédent, attends, je termine juste. Il y a un précédent qui va être très dangereux pour Apple dans les 5 ans à venir. Ça veut dire que le hardware n'aura plus aucune importance. Parce que c'est une des choses qu'apporte le streaming. C'est que tu prends une tablette, peut-être pas première génération, mais tu prends un iPad Air à 250 €, tu fais tourner Shadow aussi bien que sur ton iPad Pro pour la même dimension d'écran. Moi, c'est exactement à ça que je pensais, ouais. Pour moi, c'est vraiment une décision préventive. Ils sont en train de se rendre compte que le streaming risque de s'étendre beaucoup. Et pour une application de jeu, déjà, c'est problématique parce que du coup, tu peux avoir, pour un abonnement dont Apple ne capte rien, le prix de l'abonnement, tu peux avoir des centaines de jeux. Mais en plus de ça, à terme, rien n'interdit à Google de créer de créer Android Cloud. C'est un écosystème, un système d'exploitation Android par le cloud. Tu lances ton application Android Cloud sur iOS et tu as accès et elle est gratuite en plus, et tu as accès à ton téléphone Android sur iOS. Alors c'est très cool comme possibilité, et moi, croyez-moi, moi qui suis un vrai gamer, j'ai hyper hâte et j'adorerais avoir mes jeux Xbox sur mon iPhone, sur mon Apple TV, plus besoin d'acheter d'Xbox. J'adorerais avoir ça, mais je comprends la décision d'Apple, parce que si à chaque fois que tu mets un précédent de ce type, tu donnes un argument aux gens qui vont dire « Ah mais ouais, mais attendez, le truc d'avant, vous l'autorisiez et ça, vous l'autorisez pas !» Et évidemment que les jeux, ils pourraient dire « Ok, c'est que les jeux, il y en a une centaine. Microsoft, c'est des gens sérieux. Donc pour vous, on a un accord et ça va passer. » Mais ça donne un argument de plus aux gens qui vont dire « Mais attendez, Android Cloud, pourquoi vous l'autorisez pas ? Vous autorisez déjà xCloud. Là, c'est juste, vous avez tous les jeux que vous voulez, vous contrôlez pas tous les jeux. Là, c'est juste des applications. Enfin, il y a une vraie menace à leur business model là-dedans. Et je comprends la chose, même si elle me plaît pas. Ceci dit, je suis pas complètement convaincu que ça ne mène pas à un accord à terme. Il n'est pas impossible que dans quelques mois... C'est la question que je voulais te poser. Est-ce que c'est vraiment tenable par Apple à long terme ? Non, parce qu'ils vont aller... Ils vont contre le sens du marché. Mais là, c'est là, on est justement dans du gros bras avant le bras de fer. Parce que quelque part, si tu regardes ce qui arrive à GeForce Now, c'est exactement ça. Nvidia est arrivé avec sa solution cloud, c'est mon avis, est arrivé avec sa solution cloud en disant « Ah, mais nous, on vend pas de jeux, donc nous, c'est pas dangereux. » Et le fait que quand même beaucoup d'éditeurs aient retiré l'autorisation, c'est qu'en fait, il y a un marché, tout le monde veut sa part du gâteau là-dedans. Oui, Apple veut sa part du gâteau. Apple protège Apple Arcade aussi en faisant ça. Clairement, il y a une volonté de se protéger un petit peu, clairement. Après, moi, je sais que les gens m'ont traité de fou et vont me traiter encore de fou, mais je pense qu'Apple aurait dû acheter Shadow ou un équivalent de Shadow, genre Parsec ou d'autres, parce que c'est l'avenir pour Apple. Parce qu'ils pourraient justement faire l'inverse. Tu te rends compte, Windows disponible sur n'importe quel Mac en streaming, surtout maintenant qu'ils vont plus avoir le bootcamp avec les nouveaux processeurs. Donc, il n'est pas impossible d'ailleurs que Apple arrive avec un truc surprise là-dessus.
Mais je fais de la science-fiction peut-être. Ouais, moi j'irais même plus loin. Et en fait, le problème d'Apple là, c'est qu'ils peuvent pas concurrencer Microsoft sur le simple fait que Microsoft fait du jeu vidéo, Apple non. Et tu vois, j'aimerais prendre ce pari, j'y crois pas trop, mais un des vrais moyens pour Apple de concurrencer ce marché-là et de façon efficace, ça serait de faire du développement de jeux vidéo, d'avoir un Apple Studios. Attends, mais je suis pas d'accord avec toi. Apple fait du jeu vidéo et beaucoup de jeux vidéo. Simplement, c'est pas des jeux auxquels on joue, mais non, le mais des casual gaming. grande envergure. J'entends de grande envergure. Non, mais c'est pas leur marché. C'est un marché énorme, hein. Ouais, mais c'est pas leur marché. Leur marché, c'est le mobile et moi, je crois que ça a même pas tellement à voir avec le jeu vidéo. Moi, je crois que ça a à voir avec si on voit plus loin, comme on en parlait, avec les applications auxquelles ça pourrait donner lieu à terme le streaming. Mais moi qui... attends, juste pour donner un exemple, là, ils ont annoncé que Divinity allait sortir sur iPad. Il y a 1 an, ça m'aurait totalement emballé parce que j'adore ce jeu Divinity. Maintenant, je me dis, j'ai accès à Divinity à travers mon Shadow sur l'iPad, donc j'achèterai pas l'application native. Pendant combien de temps, Jérôme ? Pendant encore combien de temps ? Ce Galaxy Fold 2 Z2, il commence à être particulièrement sexy. Bon, quelques news supplémentaires. Alphabet, donc la société mère de Google, a des revenus qui ont baissé pour la première fois de leur histoire. C'est en partie dû au Covid, en partie dû à la maturité du marché. Un point très intéressant... par rapport à... Alors, je retrouve plus la news, mais je voulais en parler ici. Huawei a annoncé qu'ils n'auraient plus de puces pour fabriquer leurs téléphones en septembre, 15 septembre. Malgré les stocks qu'ils ont fait pour faire face à la pénurie que provoque le combat avec les États-Unis, c'est important, hein. Ils n'auront plus de puces, parce qu'ils ont besoin de technologie américaine, ils n'auront plus de puces pour faire des téléphones le 15 septembre. C'est pas rien du tout. Mais malgré ça, ils ont réussi à passer à vendre plus de téléphones que Samsung et Apple au deuxième trimestre. Donc tout le monde est d'accord là-dessus. Samsung est devenu le premier constructeur au deuxième trimestre, mais du coup, dès le troisième ou dès le début du quatrième, enfin à la fin du troisième, ils n'auront plus de quoi faire des téléphones. Puisqu'on parle de téléphone, Google a annoncé le Pixel 4a. On pourrait en parler plus longtemps, mais c'est un téléphone qui est dans la lignée des Pixel A, c'est-à-dire super performant et un super bon deal pour 350-400 € environ. Dans le même temps, ils ont arrêté de vendre les Pixel 4 et Pixel 4 XL qu'ils avaient annoncés, je crois, en octobre. Ils ont dit « Ah on a vendu tout notre stock », mais enfin, oui, vous avez vendu votre stock parce que vous en avez pas fait plus. C'est curieux quand même qu'ils aient... Ils étaient pas terribles en fait. Ils ont eu beaucoup de mauvais retours sur les tests, la batterie était pas exceptionnelle. Par contre, moi j'attends beaucoup du Pixel 4, hein. J'en ai parlé un peu récemment sur Nowtech, mais... j'en attends vraiment beaucoup. Je pense que c'est un très bon téléphone, surtout si je parlais de certaines ROM qui permettent de supprimer les services Google et de renforcer la vie privée. Ça fait partie des seuls smartphones aujourd'hui qui permettent de faire ça. C'est très paradoxal, hein, un smartphone Google sans Google, mais il s'avère qu'aujourd'hui, c'est les seuls qui font ça. Donc moi, je suis très très content du Pixel 4a et j'ai hâte de voir ce qu'il donne. Bah écoute, si tu as hâte de voir le 4A, tu auras certainement hâte de voir aussi le 5A, sur lequel ils sont déjà en train de travailler, d'après certains leaks, et ils travailleraient également à un téléphone pliable et d'autres appareils. Donc pliable, Pixel pliable peut-être pour l'année prochaine, possible. D'autres news en vrac, Apple ne doit plus les 13 milliards d'euros à l'Irlande. L'Europe a décidé que finalement l'accord entre Apple et l'Irlande était légal et donc toute la question des taux de taxation spéciale qu'avait implémenté l'Irlande pour attirer Apple en Irlande, finalement c'était autorisé. Donc les 13 milliards qui ont été mis sur le compte en banque bloqué pour payer à l'Europe à la fin des procédures légales, ils vont revenir chez Apple. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Moi, j'aurais peut-être pas pris cette décision. Une étude très intéressante. Je vais juste lire les deux dernières news et puis je vous donne la parole sur ces trois choses. Étude très intéressante de Wired sur les text fakes. On a beaucoup parlé des deepfakes, donc les vidéos créées par intelligence artificielle qui simulent une vidéo d'une personne existante, sauf que c'est complètement synthétisé.
une question beaucoup plus préoccupante, c'est celle des text fakes, des textes générés par des intelligences artificielles qui sont beaucoup plus difficiles à détecter et qui évidemment peuvent avoir des utilités encore plus grandes parce qu'on peut complètement envahir des zones de texte comme des réseaux sociaux, des forums, des commentaires, etc. Et c'est beaucoup plus difficile à détecter, donc ça pourrait donner lieu à des attaques. Si on prend l'aspect cyberguerre, beaucoup plus préoccupante même que l'audio ou la vidéo. Le texte est celui dont on devrait peut-être se méfier. Et puis, Qualcomm a annoncé le Quick Charge 5, la nouvelle version de son Quick Charge, qui recharge les batteries à 50% en 5 minutes et 100% en 15 minutes. Ça pourrait complètement régler les problèmes de recharge de téléphone. Ça sera disponible dans les mois à venir et je pense qu'il va falloir s'y intéresser parce que les derniers tests sur le chargement sans fil, de manière pas très surprenante, montrent que c'est la catastrophe pour le rendement du chargement et donc la consommation d'électricité. C'est-à-dire que ça consomme, pour certains appareils, environ 50% plus pour charger le téléphone qu'en version câblée. Donc moi qui avais un chargeur sans fil à côté de mon lit, je vais le virer et je vais mettre un chargeur filaire parce que vous vous rendez compte, à un moment, enfin c'est un détail peut-être, mais à un moment où la consommation d'électricité est problématique pour l'environnement, 50% si tout le monde utilise du chargement sans fil, bref, voilà. Donc, 13 milliards text fakes et chargement, je vous laisse la parole. Guillaume, tu semblais avoir des choses à dire. Oui, par rapport à Apple et aux 13 milliards d'euros, c'était de façon voilà, légalement, on s'est rendu compte que c'était OK, mais c'était plus un débat moral sur l'optimisation fiscale, donc je ne vais pas revenir sur le débat, sinon on y passerait 10 minutes minimum. Pour les text fakes, je voulais juste partager un petit Reddit, un petit subreddit, qui est très intéressant, que tu connais peut-être, Patrick, qui s'appelle Subsimulator GPT-2. Et si vous voulez voir un peu ce que fait de l'intelligence artificielle en faisant du machine learning sur les posts Reddit, c'est assez impressionnant parce que les posts sur ce Reddit-là, sur ce subreddit-là, on dirait vraiment des vraies personnes et les réponses sont faites toutes par des robots. Il n'y a que les upvotes ou les downvotes qui sont faits par de vrais humains. En fait, quand tu t'abonnes, tu peux upvoter, downvoter. Mais c'est très, 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 très impressionnant. Il y a toujours évidemment des petits topics qui sont un peu bizarroïdes. Mais globalement, c'est assez monstrueux ce qu'on est capable de faire avec de l'IA aujourd'hui. Et je voulais terminer avec, oui, la quick charge. Faut faire attention parce qu'on charge très très vite les téléphones, mais ça abîme les batteries. Normalement, une recharge extrêmement rapide, ça a tendance à abîmer les batteries, donc faudra voir un petit peu ça et faire attention. Je me demande si le système de Qualcomm ne prend pas ça en compte. J'imagine qu'ils le prennent un minimum en compte, mais bon. Ouais, à garder à l'esprit également. Ouais, maintenant, les nouvelles batteries, c'est sûr que tu abîmes un petit peu moins rapidement ta batterie avec des recharges lentes. Mais maintenant, les nouvelles batteries savent très bien sizer par rapport au jus qu'on leur envoie quand même. On n'est plus, ça a bien changé les batteries par rapport au début. Non, moi, juste sur la recharge wireless. Moi, alors, en fait, je l'utilise un petit peu au bureau pour poser mon smartphone et qu'il reprenne une petite barre de vie de temps en temps. Mais on le savait, moi, je me souviens de Cédric Bonnet parlant de la déperdition électrique à l'époque où on avait des chargeurs qui ressemblaient à des coussins pour les Windows Phone. On a toujours su qu'il y avait une déperdition électrique énorme à la recharge sans fil. C'est vrai. Donc là, ça fait un peu article... alors, est-ce qu'on était moins écolo il y a 5 ans je sais pas. Oui, mais... Non, je crois qu'on n'avait pas vraiment eu de test spécifiquement fait pour étudier cette chose-là, ou en tout cas qui n'avait pas été autant médiatisé. C'est pas que celui-là a été monstrueusement médiatisé, mais non, t'as raison, on le savait depuis longtemps, ouais. Ouais. De toute façon, j'ai essayé là quelques mois justement un chargeur sans fil, les galérons, la compose. Je trouve ça. En fait, moi, ce qui me va le moins, c'est que c'est pas précis. Tu poses mal ton smartphone, tu fais pas gaffe, et il est pas rechargé le lendemain matin.
Oui. Donc en fait, faut des aimants un dans les bon- smartphones et sur les trucs pour bien les placer. Je crois qu'Apple travaille là-dessus. un bon fil dans les fesses, il n'y a rien de mieux. Je mais m'attendais, je me disais quand est-ce qu'il va faire une blague comme ça. et juste, c'est un truc qui m'a fait marrer sur ce que tu dis sur Reddit, parce que tu sais qu'il y a aussi maintenant un moyen de générer automatiquement des vidéos YouTube avec Reddit. Oui. Donc maintenant, tu vas avoir des posts Reddit qui vont être générés automatiquement, qui vont générer des chaînes YouTube automatiques. Il manque plus qu'un chaînon manquant, c'est des intelligences artificielles pour regarder tout ça. Ou pour créer des histoires. Ou... Ah oui, d'accord, oui, pour regarder. Et voilà, la boucle est bouclée. Et c'est bon. Mais en tout cas, putain, ce subreddit est vraiment, vraiment impressionnant. Enfin, moi, il me fait un peu froid dans le dos et bon, ouais. Bon, je mettrai le lien dans les notes de l'émission pour que vous puissiez aller le voir et vous pourrez juger par vous-même. Bah écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. Quel plaisir d'avoir passé un petit peu plus d'une heure avec vous. Si on veut allons faire durer le plaisir, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur l'internet ? Guillaume, je te donne la parole. Eh ben, ça va être plus simple maintenant, parce que sur Nowtech, ouais, j'ai rejoint l'aventure Nowtech. Alors, c'est pas 100% confirmé. Il y a quelques petits trucs encore la question du salaire, oui, il faut qu'on trouve le financement, voilà. moi, je demande 100 000 euros par an, mais Jérôme, il me dit, tu sais, la crise, le coronavirus, c'est compliqué. Non, mais l'écoute pas, ces liens d'affiliation sur Amazon, moi, il m'a dit combien ça lui rapportait. 100 000, t'es bon, hein. Pas beaucoup plus, mais 100 000, t'es bon. Franchement, c'est pour ça, j'ai trouvé le salaire assez honnête. Non, moi, de toute façon, je parle plus d'argent, hein, je te laisse discuter avec Cédric. Voilà, exactement. Non, vous pouvez me retrouver donc sur, j'ai mes réseaux sociaux à moi, parce que je fais un peu de photos, donc vous pouvez aller sur mon site web, en fait, guillaumeslash.fr, en toutes lettres. Là, vous aurez des photos que je trouve pas trop mal, c'est moi qui les ai faites, donc je suis content. Et vous aurez mes liens à cet endroit-là. Mais sinon, sur Nowtech, je fais beaucoup de live sur Nowtech QG. Des émissions photos, des émissions d'actu, des émissions de jeux vidéo. Et puis voilà, et puis sur la chaîne YouTube, quand on pourra, quand nos emplois du temps s'accorderont avec Jérôme, je retournerai peut-être une deuxième vidéo. Enfin, même pas peut-être, sûrement une deuxième vidéo. Et puis on va croiser les doigts pour 3, 4, 5, 6, etc. Eh ben, on a hâte. Merci Guillaume. Jérôme. Comme Guillaume l'a dit, effectivement, Nowtech est une marque ombrelle, hein, c'est pas Jérôme Tech, donc on est très content de pouvoir travailler plus avec Guillaume. Et effectivement, la grosse nouveauté qui va arriver vers fin septembre, c'est que tous les lives vont être sur notre Twitch et Nowtech QG. Donc les lives du matin, le mug, notre matinale quotidienne sur la tech. Et également, on joue. Maintenant, vous allez pouvoir me voir jouer Guillaume, on va inviter Patrick aussi pour venir jouer. Guillaume fait une émission photo. Enfin bon, voilà, on fait plein de choses maintenant sur le Nowtech QG. Toutes nos activités live vont être regroupées à cet endroit-là et tout le reste sera sur YouTube. Voilà. Super, merci beaucoup Jérôme. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez également soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech, comme vous le savez, et allez écouter le petit édito dont je parlais tout à l'heure si vous êtes patriote. Allez écouter l'édito, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont vous intéresser. Et puis, vous pouvez commenter, bien sûr, sur frenchspin.fr. Le lien de ça et de tout ce dont j'ai parlé est dans les notes de l'émission. Vous allez regarder ça sur votre smartphone et vous pouvez directement y accéder. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous! Quand j'ai appris que UBS était une banque engagée dans l'investissement responsable, j'ai souhaité en savoir un peu plus. Car investir l'argent que j'ai mis de côté, pourquoi pas, mais à condition que ce soit pour l'environnement, l'éducation ou les énergies renouvelables. Bref, des investissements qui vont dans le sens de mes valeurs. Alors oui, vous allez me dire, toutes les entreprises se mettent à l'investissement responsable maintenant, c'est la mode. C'est vrai, mais UBS, c'est une banque qui s'engage sur ces questions qui rythment notre quotidien depuis les années 50. Grâce à eux, je trouve enfin des réponses optimistes aux enjeux de demain.